Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir. Alexandre Chabert, bonjour. Nous nous retrouvons pour parler ensemble Italie, mais là dans un cadre post-élection européenne, et donc pour parler avec toi des résultats des élections européennes en Italie. Alors, première question générale, peux-tu nous parler et analyser les résultats de ces élections européennes en Italie, en pourcentage entre la coalition de droite, extrême droite au pouvoir et la gauche, le nombre de sièges, peut-être un comparatif par rapport au précédent scrutin de 2019. Alexandre, nous t'écoutons. Alors oui, effectivement, bon, on le sait, hein, les élections européennes en Italie ont été remportées très largement par le parti de Giorgia Meloni, hein, qui est au pouvoir depuis octobre 2022. Son parti, Fratelli d'Italia, a recueilli près de 29% des voix, hein, le 9 juin, 24 sièges, c'est-à-dire qu'elle progresse de plus de 22 points et de 18 sièges. Donc c'est une victoire large, très nette et d'autant plus impressionnante quand on observe cette progression. Une victoire qui se nourrit aussi, pour évoquer le reste de la coalition de centre-droit au pouvoir, qui se nourrit en grande partie de l'effondrement de la Ligue, de Matteo Salvini, qui recueille moins de 9% des voix, 8 sièges, elle recule de plus de 25 points et elle perd 21 sièges par rapport à 2019. Et puis le troisième parti de la coalition, Forza Italia, recueille un peu plus de 9,5% des voix. Donc on a une confirmation de cette stabilisation, hein, du parti fondé par Silvio Berlusconi, qui gagne un peu moins d'un point par rapport à l'élection d'il y a 5 ans et qui gagne également un siège. De l'autre côté, à gauche, au centre-gauche, plus généralement dans les rangs de l'opposition, le Parti démocrate, le PD, apparaît clairement comme le premier parti de ce côté-là de l'échiquier politique, avec une certaine évolution par rapport à 2019, mais plus encore par rapport aux législatives de 2022, où je rappelle que le Parti démocrate avait recueilli un score inférieur à 19%. Là, il est à plus de 24%, il recueille 21 sièges, il en gagne donc 2 par rapport à la législature sortante. Parti démocrate qui obtient un score supérieur à ce que laissaient présager les sondages, hein, y compris les plus récents. Et puis en replaçant son score au sein du panorama européen, on peut aussi dire que le Parti démocrate aura certainement un poids plus grand au sein du PSE. Un autre résultat notable, c'est celui du mouvement 5 étoiles qui connaît un très fort recul par rapport à l'élection de 2019, par rapport aux élections législatives de 2022, mais aussi par rapport à ce que laissaient présager les sondages, en tombant sous la barre symbolique des 10%. Autre résultat que les sondages n'avaient pas forcément vu venir, c'est celui de l'alliance vert et gauche, qu'on appelle Alleanza Verdi Sinistra, qui recueille près de 7% des voix, 6 sièges. C'est donc le retour d'eurodéputés italiens des groupes à la fois GUE, le groupe de gauche, et le groupe des Verts. Et puis, je terminerai en évoquant le centre libéral européiste qui paye en fait sa division, hein, parce qu'on avait d'un côté les États-Unis d'Europe, Stati Uniti d'Europa, menée essentiellement par Italia Viva, le parti de Matteo Renzi, et de l'autre une coalition menée par Azione, le parti de Carlo Calenda, et tous les deux recueillent un peu plus de 3%, et donc se retrouvent sous le seuil électoral qui, pour les élections européennes en Italie, est fixé à 4%. Ce qui fait aussi que le groupe Renew Europe ne comptera plus dans ses rangs aucun député européen italien. Donc, pour résumer, si on essaye d'avoir une vue d'ensemble de tout ça, une nette victoire de la droite, et singulièrement de Frères d'Italie. Mis ensemble, les trois partis de la coalition au pouvoir recueillent près de 48% des voix. Je rappelle que c'était 44% aux législatives d'octobre 2022, de septembre 2022. Mais en même temps, une légère augmentation aussi du nombre d'eurodéputés de gauche, parce que la gauche, dans son ensemble, en gagne 8, tandis que le mouvement 5 étoiles perd 6 députés européens et que la droite, dans son ensemble, en perd 2. Et puis enfin, mais je y reviendrai peut-être, on assiste à un renforcement, hein, de cette dynamique de double polarisation du paysage politique italien, avec d'une part un renforcement du clivage droite-gauche, qui se voit aussi au faible espace qui est réservé pour le centre libéral, et puis par ailleurs au sein des blocs, d'un côté Frères d'Italie, de l'autre le Parti démocrate, dominent assez nettement leurs blocs respectifs. Merci Alexandre. Peut-être si tu as davantage d'informations, est-ce que on sait que au Parlement européen il va y avoir du coup une reconfiguration avec les scrutins dans l'ensemble des pays membres de l'UE. Le RN français, Rassemblement national français, était allié à Bruxelles à la Lega de Salvini.
Et on parle quand même de plus en plus d'un rapprochement entre Marine Le Pen, donc le RN, et Fratelli d'Italia de Meloni. As-tu d'autres éléments là-dessus? Alors jusqu'à présent, les deux partis siégeaient dans des groupes différents, hein. Je rappelle que le groupe de Frères d'Italie, c'est le groupe ECR, conservateur et réformiste européen, et le groupe de la Ligue comme du Rassemblement national est le groupe ID. Donc, évidemment, en plus dans le contexte actuel français qu'on connaît, le Rassemblement national regarde de plus en plus vers Frères d'Italie et dans le contexte d'union des droites. Et effectivement, alors comme tu le disais, hein, des pourparlers vont avoir lieu, mais en lien aussi avec la prise de distance vis-à-vis de l'AfD allemand, peut-être que le Rassemblement national pourrait être tenté de se rapprocher un petit peu plus du groupe de Giorgia Meloni, ce d'autant plus que sa position européenne a évolué, et notamment ses rapports avec Ursula von der Leyen, comme on l'avait évoqué dans notre dernier rendez-vous au mois de mai. Tout à fait, merci Alexandre. Alors, si tu es d'accord, allons plus en profondeur en Italie pour un peu faire une analyse au niveau régional, et notamment sur la distinction nord-sud, et aussi au sein des régions bastions de la gauche et bastions de la droite. Quels sont les résultats des élections européennes à ce niveau-là? Alors oui, c'est une question qui est très importante, hein. Ces différences régionales existent, elles sont structurelles dans l'histoire de l'Italie et je crois structurantes pour comprendre la réalité de ce pays. Alors ces différences s'observent d'abord en termes de participation. Au niveau national, la moyenne de la participation est de 49,6%, c'est un record. Jamais l'abstention n'avait été si forte dans quelque scrutin que ce soit en Italie. Mais elle atteint localement jusqu'à 60% au nord, dans les régions où dans l'ensemble les populations ont un niveau de vie supérieur au revenu médian. En revanche, bien souvent, elle chute sous le seuil des 50% et même sous celui des 40% dans les régions méridionales, le sud et les îles plus défavorisées. Et d'ailleurs, c'est sans nul doute le mouvement 5 étoiles que dans ces régions qui payent le plus cette abstention, à qui elle a coûté le plus. Alors si on regarde maintenant les résultats, les différences régionales des résultats, le Parti démocrate et la gauche en général restent forts dans on peut appeler effectivement leur bastion traditionnel. C'est le cas de l'Émilie-Romagne, l'Émilie rouge comme on l'appelle, où le Parti démocrate dépasse les 36%, tandis que Frères d'Italie s'arrête à 28%, mais recueille tout de même 28%. C'est aussi le cas de la Toscane, où là l'écart est un peu plus serré, 31% pour le Parti démocrate, 27,5% pour Frères d'Italie. Entre parenthèses, en revanche, on a la confirmation que l'Ombrie, qu'on a très longtemps compté parmi ce qu'on appelle les régions rouges en Italie depuis l'époque du Parti communiste, n'en est plus une aujourd'hui. Elle est aujourd'hui dirigée depuis 2019 par une présidente de droite de la Ligue. Et aux élections européennes, le PD a à peine dépassé les 26%, tandis que Frères d'Italie est à plus de 32,5% dans cette région. Enfin, dernière zone de force de la gauche sous ces différentes nuances sont les grandes villes. Le Parti démocrate est par exemple en tête à Milan, Turin ou à Naples. En ce qui concerne Frères d'Italie, le parti de Giorgia Meloni dépasse les 30% dans 3 circonscriptions sur 5. Je rappelle que pour les élections européennes, l'Italie est toujours divisée en circonscriptions régionales, comme c'était le cas de la France jusqu'en 2014. Donc Frères d'Italie dépasse les 30%, donc sa moyenne nationale, dans 3 circonscriptions sur 5, et elle dépasse le Parti démocrate, son principal rival, dans 4 circonscriptions sur 5. Au nord-est, Giorgia Meloni et son parti recueillent près de 32%, le PD s'arrête à 26%. Dans le centre, il dépasse les 31%, le PD s'arrête à 26,5%. Dans le nord-ouest, il est légèrement en dessous des 31%, le PD ne fait que 23%. Dans les îles, Frères d'Italie est un peu plus faible, dépasse à peine les 21%, aussi parce que Forza Italia y est plus fort. Le parti de Silvio Berlusconi est par exemple le premier parti en Sicile, avec plus de 23% des voix, mais malgré ce score inférieur à sa moyenne nationale, encore dans cette circonscription des îles, Frères d'Italie dépasse le Parti démocrate. La seule circonscription où les choses s'inversent, c'est dans le sud, s'inverse à très peu de choses, puisque Frères d'Italie recueille 23,5% des voix et le PD un peu plus de 24%. Des territoires où ces dernières années, c'était le mouvement 5 étoiles qui triomphait et où, aux élections européennes 2024, il se retrouve presque partout derrière le Parti démocrate et où Frères d'Italie. Et on peut encore affiner cette répartition régionale et identifier des zones de force plus précises
de Frères d'Italie, celle où vraiment le parti de Giorgia Meloni dépasse très largement sa moyenne nationale, c'est d'abord la Vénétie, une place forte traditionnelle de la droite en Italie, une région où Frères d'Italie recueille à lui seul 37,5% des voix, y compris dans les grandes villes. Par exemple, à Trévise, à Padoue, à Vérone, Frères d'Italie est systématiquement au-dessus des 36% des voix. C'est le cas aussi du Latium, où de manière très localisée, Frères d'Italie recueille des scores très élevés, y compris à Rome, alors que la ville est administrée par les démocrates depuis 2021. Le Frères d'Italie devance le PD. Et puis un autre fait notable, c'est que Frères d'Italie devance désormais la Ligue dans ses bastions. Un cas emblématique, c'est celui de la Lombardie, qui est le véritable berceau de l'ancienne Ligue du Nord. Frères d'Italie recueille 31% des voix, loin devant le Parti démocrate et ses 22%, et la Ligue tombe à 13%. Donc elle est seulement un peu plus de 4 points au-dessus de sa moyenne nationale dans son premier bastion. Et puis j'ajoute un dernier détail pour répondre à ta question. Un autre succès pour la coalition de centre-droit, le même jour que les élections européennes étaient organisées une élection régionale dans le Piémont, et comme on pouvait s'y attendre, le président sortant de Forza Italia, Alberto Cirio, a été très largement réélu, il recueille plus de 56% des voix, tandis que la coalition de centre-gauche n'en recueille que 33%. Donc c'était un autre succès en ce 9 juin de la coalition de centre-droit en Italie. Merci Alexandre pour cette analyse détaillée. Alors après avoir vu les grands chiffres au niveau national et aussi au niveau régional, quelles conséquences nationales à court et moyen terme de ce résultat, si ce n'est évidemment la prédominance confirmée de Meloni et Fratelli d'Italia? Effectivement, je pense que c'est le premier élément de réponse qu'on peut donner. C'est une évidence, c'est un scrutin qui renforce Giorgia Meloni. Elle voulait faire de l'élection européenne un référendum sur sa politique à la tête de l'Italie depuis 20 mois. Elle l'a gagné, incontestablement, parce que Frères d'Italie est de loin le premier parti du pays, mais il est aussi le premier parti de la coalition. Donc en ce sens, le scrutin du 9 juin a aussi confirmé les rééquilibrages auxquels on assistait depuis quelque temps, c'est-à-dire la stabilisation, voire une légère reprise du centre droit modéré, poursuite de la chute de la droite populiste de Salvini et le leadership incontesté et incontestable de Giorgia Meloni à l'échelle de la coalition. Sa position de leader est plus que jamais renforcée et sa position sera également probablement, on en parlait un petit peu précédemment, renforcée aussi au niveau européen. En face, on a beaucoup présenté le scrutin comme un succès pour le Parti démocrate. Je serai pour ma part un petit peu plus prudent et je nuancerai cette idée en me contentant de parler d'un succès relatif pour les démocrates. Parce que, certes, le PD est le parti qui progresse le plus par rapport aux élections législatives de 2022. Il apparaît, et de loin, comme le premier opposant à Meloni et à Frères d'Italie, et de loin aussi comme l'attraction, comme le leader de la coalition de centre-gauche. Autre élément aussi de succès, il est à mettre à l'actif de sa secrétaire, Elly Schlein, qui sortira, elle aussi, à l'échelle de son parti, renforcée de ce scrutin. Je rappelle qu'elle était contestée et qu'elle est toujours contestée en interne depuis sa nomination, mais elle a mené une campagne très active et la progression du Parti démocrate est aussi une preuve que la ligne, disons, un peu plus marquée à gauche qu'elle essaie d'impulser depuis son arrivée à la tête du parti rencontre un certain écho. Et pourquoi je pense qu'il faut nuancer cette idée? Parce que la droite, elle aussi, progresse. Je parlais tout à l'heure du fait que dans son ensemble, elle passe de 44% il y a 20 mois à 48% aujourd'hui, et que l'addition des deux blocs, en faisant l'hypothèse d'un bloc, disons, progressiste uni, en fait, donne quoi? Une sorte de 50-50. Or, la coalition de droite est unie. Elle est au pouvoir, son alliance est scellée. La réunion de ses opposants n'est pour l'heure que pure hypothèse. Et reste à savoir si l'addition des différentes composantes permettrait mécaniquement d'atteindre le score plus ou moins égal à celui de la coalition de centre-droit que j'évoquais. Et puis en ce qui concerne les autres formations, il ne faut pas les négliger non plus, même si plusieurs inconnus demeurent. D'abord, en ce qui concerne les deux surprises du scrutin, c'est-à-dire le score historiquement bas du mouvement 5 étoiles et les presque 7% de l'alliance de gauche radicale et écologiste, la question qui se pose, c'est est-ce que ces deux formations confirmeront leur dynamique? À l'occasion de ce scrutin, le mouvement 5 étoiles a beaucoup souffert de l'abstention, incontestablement, de l'ambiguïté aussi, y compris de certaines de ses positions, de l'absence de candidats de poids, de relief,
à cette élection de son faible enracinement territorial, mais les choses pourraient être différentes selon l'échelle du scrutin. Et puis le score de l'Alliance verte gauche s'est nourri d'un fort vote jeune, urbain, au terme d'une campagne que la coalition a largement menée sur la question de la paix en Palestine. Là aussi, question se posera de savoir si cette dynamique se confirmera à l'échelle de d'autres scrutins. Et puis d'autre part, quid des formations de centre? Bon, il semble clair qu'elles paraissent condamnées à s'unir si elles veulent exister. Le feront-elles? Et où amorceront-elles un rapprochement vers une partie du centre-gauche, vers une partie, la frange plus modérée, du centre-droit? En tout cas, ce scrutin les met clairement à rude épreuve parce que, comme je le disais, il renforce nettement la bipolarisation gauche-droite en Italie. Des inconnus donc, mais aussi quelques certitudes. Et je crois que la plus grande d'entre elles, c'est que, une fois encore et plus que jamais, il sera intéressant et important de suivre l'évolution de la situation de l'autre côté des Alpes. Alexandre, merci beaucoup pour la qualité de ces enseignements à faire, à suivre. On aura évidemment l'occasion de reparler ensemble de la situation politique en Italie. Et chose inhabituelle, mais j'ai oublié de présenter en introduction de notre rencontre, tu es donc enseignant, chercheur et expert associé à la Fondation Jean Jaurès. Tu es un peu notre monsieur Italie. Alexandre, encore un grand merci et très certainement à fort bientôt. Merci à toi.